tout le monde m'entend bien? Oui, Oui, parfait. Donc, il est présentement 18h30. On va débuter l'atelier. Euh, Dernier atelier d'une série de 5. Donc, ça fait déjà, on est déjà rendu à la 5e semaine. On tient à vous remercier pour votre participation semaine après semaine. C'est vraiment apprécié. Donc, cet atelier va être légèrement différent là, des autres ateliers. Donc, on va couvrir 6 sujets de façon peut-être un peu plus rapidement. Donc, pour chaque sujet, Alexandre va faire une petite partie informative. Ensuite, on va directement sauter à la période d'échange par rapport à ce que Alexandre va nous présenter. Et comme toujours, donc si vous avez des questions en cours de route, les inscrire dans le chat. Mais vous pourrez prendre la parole si vous le voulez là, lors des périodes de discussion. Puis à la toute fin, ben, on aura encore également une période de questions et d'échanges de façon plus générale si vous voulez poursuivre un peu plus loin les réflexions. Euh, Juste vous rappeler là, de fermer votre microphone pendant les parties plus informatives. Aussi, sachez que l'atelier est présentement enregistré et l'enregistrement sera rendu disponible éventuellement. Donc, je vais vous présenter là, brièvement ce qui nous attend pour ce soir. Je vais revenir très rapidement sur la démarche de consultation en cours. Ensuite, je vais laisser la parole à Alexandre pour vous entretenir sur différents sujets. Puis, on va terminer avec la suite des choses. Donc, on va vous présenter ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. La démarche de consultation en cours, je vois que vous êtes quand même les mêmes participants là, d'un atelier à l'autre. Je crois que vous commencez à saisir un peu c'est quoi un plan directeur de l'eau, puis pourquoi on fait une telle démarche. Donc, c'est juste vous rappeler que ce qu'on fait là, présentement, la série de 5 ateliers, éventuellement, c'est pour fixer des objectifs là, de conservation ou des objectifs qui vont nous permettre d'améliorer l'état des ressources en eau sur le territoire. Éventuellement, on va arriver avec un plan d'action un peu plus concret pour le territoire en question. Le territoire là, de 2196 km² qui comprend les bassins versants de la rivière du Loup et Yamachiche et qui inclut les lacs là, dont vous êtes riverain. Juste revenir aussi sur les différentes phases. Donc, en août dernier, on vous a présenté un webinaire. Donc, on vous a présenté l'état de santé générale des lacs du territoire. Présentement, on est dans une phase de consultation des acteurs de l'eau du territoire, dont vous en tant que riverain. Donc, c'est là que s'inscrivent les 5 ateliers automnal. Puis, on va revenir là, à la fin de cet atelier pour vous parler de ce qui s'en vient pour la suite des choses. Donc, dès maintenant, je laisse la parole à Alexandre pour rentrer dans le vif du sujet. merci Pierre-Marc, vous m'entendez bien? Parfait, donc c'est ça, comme Pierre-Marc a si bien mentionné, là, je vais survoler un peu des différents thèmes assez rapidement, puis en vous donnant quand même un peu d'informations, puis on va échanger là, suite à ces présentations-là. Donc, on peut commencer. On va commencer avec une des problématiques prioritaires qui avait été ciblée par les riverains de lac lors des dernières consultations publiques, puis qu'on n'a pas encore parlé, donc la contamination des eaux de surface par les coliformes fécaux. Donc, on va parler là, ici de contamination bactériologique de l'eau. Je vais commencer à vous parler là, des différents types là, de bactéries, de contaminants biologiques qu'on peut retrouver dans notre eau de lac ou dans l'eau des puits. Donc, tout d'abord, lorsqu'on parle de coliformes totaux, ça va inclure des espèces bactériennes qui vivent dans l'intestin des animaux, donc d'origine fécale, mais également plusieurs types là, de bactéries qui proviennent de l'environnement général, donc du sol, de la végétation, de l'eau, donc de la dégradation de la matière. Ces coliformes-là, ce groupe-là va être utilisé davantage comme un indicateur de la qualité microbienne de l'eau en général. Donc, c'est pas parce qu'on va observer une présence de ces coliformes-là en des petites concentrations que l'eau va nécessairement être un risque pour la santé humaine.
Quand on parle de colonies atypiques de bactéries, ben là, c'est des bactéries qui ont une morphologie qui va être différente des bactéries qui sont habituellement observées dans l'eau potable, dans l'eau qu'on va analyser, mais qui vont croître sur les mêmes milieux de culture. En fait, je vous explique, lorsqu'on on analyse des échantillons pour voir s'il y a des bactéries dans ces échantillons-là. Faut faire croître justement là, nos échantillons sur des milieux de culture, voir s'il y a présence de bactéries. Puis, les colonies atypiques, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils viennent brouiller les résultats. Ils vont prendre la place des espèces qu'on voudrait voir, en fait, qu'on veut pas voir, là, mais dont on veut déterminer la présence, dont E. coli. Fait que ce que ça va faire souvent, c'est que ça vient brouiller le résultat d'un échantillon, puis il va falloir reprendre un échantillon ou passer une certaine concentration, on va considérer là, que cette eau-là est contaminée. Je poursuis avec 3 autres groupes. Donc, les coliformes fécaux, qu'on pourrait aussi appeler coliformes thermotolérants. En fait, c'est un groupe coliformes fécaux qui englobe des bactéries qui sont capables de fermenter le lactose à une température de 44,5 degrés Celsius. Donc, oui, ça va englober le genre Escherichia, donc la E. coli, mais ça va également englober certaines autres bactéries qui sont pas nécessairement d'origine fécale. E. coli va habituellement représenter entre 80 et 90% de ce groupe-là, des coliformes fécaux. Donc, c'est pour ça que ça a été longuement utilisé pour déterminer, voir s'il y avait une contamination d'ordre fécal. Les coliformes fécaux, c'est beaucoup utilisé pour différents indices de la qualité de l'eau. On peut penser à l'IQBP, donc l'indice de qualité bactériologique et physico-chimique, qui est utilisé encore là, de nos jours pour les cours d'eau, pour les rivières aussi. Donc, mais si on veut vraiment déterminer, s'assurer d'une contamination d'origine fécale, le meilleur indicatif, c'est vraiment la bactérie E. coli. Donc, c'est la seule bactérie qui est strictement d'origine fécale. Donc, si on va la retrouver dans notre eau, ça confirme le fait qu'il y a une contamination d'ordre fécal et qu'il faut faire bouillir notre eau. Donc, elle n'est plus potable. Même chose pour les entérocoques. Donc, si on va les retrouver dans notre eau, ça va être soit indicateur d'une contamination d'origine fécale ou d'une présence de micro-organismes qui peuvent causer des troubles intestinaux ou des gastro-entérites. Mais bref, lorsqu'il y a présence d'entérocoques, il faut également faire bouillir notre eau. Notre contamination de l'eau peut être observée là, dans 2 différents milieux. Donc, notre eau de surface, donc l'eau des lacs. Dans ce cas-là, ça va surtout compromettre les activités récréatives. On va passer un seuil de 200 UFC par 100 ml. Ça compromet les activités avec un contact direct, comme la baignade. UFC, en fait, c'est l'unité de décompte des bactéries. Ce que ça l'expose, c'est unité formant une colonie. Donc, c'est la manière là, de dénombrer la densité des bactéries dans les échantillons. Lorsqu'on dépasse un seuil de 1000 UFC par 100 ml, ben, ça compromet les activités avec un contact secondaire, comme la pêche et le nautisme. Ça va également correspondre à un seuil à partir duquel on va considérer l'eau vraiment comme insalubre. Pour ce qui est des puits, une contamination va compromettre la consommation de l'eau, puis va nécessiter une désinfection du puits. Donc, on a différents critères selon le type de bactéries. Pour ce qui est des colonies de bactéries atypiques, je vous ai déjà mentionné qu'on peut tolérer une certaine concentration de ces bactéries-là, mais passer 200 UFC par 100 ml, on va considérer qu'il y a vraiment une contamination. Pour ce qui est des coliformes totaux, on peut également tolérer une certaine concentration. On voit que le seuil est vraiment plus faible. On est à 10 UFC par 100 ml. Puis, pour ce qui est de E. coli et des bactéries entérocoques, aussitôt qu'on a une présence, là, c'est une contamination, puis il faut passer à une désinfection du puits. Pour faire le suivi de ces contaminations bactériologiques-là, en ce qui a trait à l'eau des puits, on recommande de faire un suivi 2 fois par année. Donc, d'analyser la présence de coli, des bactéries entérocoques, coliformes fécaux, colonies atypiques. Par contre, là, souvent c'est des suivis qui devront être défrayés par les riverains.
à moins de passer par un programme là, spécifique lorsqu'ils sont disponibles. La manière qu'on procède, c'est qu'on va prélever un échantillon d'eau, c'est assez simple, puis on envoie à un laboratoire qui doit être accrédité par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, qui sont capables de réaliser les différentes analyses en laboratoire. Pour ce qui est du suivi de l'eau des lacs, le suivi bactériologique n'est pas une analyse qui est comprise dans le réseau de surveillance volontaire des lacs. Donc, encore là, si une association de lacs ou un riverain veut voir s'il y a des coliformes dans l'eau du lac, ça devra être des frais qui devront être défrayés de leur poche. Par contre, pour ce qui est de la méthodologie, là, on a un guide, le guide pour l'évaluation de la qualité bactériologique de l'eau en lac, qui est vraiment très complet, qui va vraiment montrer la méthodologie, les visées, quand réaliser l'échantillonnage, de quelle manière. Donc, on peut penser à justement une association de lacs qui veut voir s'il y a des coliformes fécaux dans l'eau de son lac, qui ne veut pas nécessairement défrayer non plus trop de frais. Donc, ce qu'on peut recommander de faire, c'est une analyse préliminaire, c'est-à-dire qu'on va on va prélever des échantillons à différents secteurs dans le lac, également au centre, un peu partout. On va se créer un seul échantillon, ce qu'on appelle un échantillon composite, puis on peut le faire analyser. Donc, par la suite, ça nous donne un aperçu de s'il y a présence de ces coliformes-là dans notre lac. Si on va pousser par la suite l'enquête un peu plus loin, ben là, c'est de prélever des échantillons par secteur de lac, voir justement notre contamination bactériologique, elle provient d'où. De le faire en étapes comme ça, ben, ça peut sauver des coûts si on se rend compte là, que dès la première analyse, il n'y a pas présence de coliformes fécaux. On peut également aussi considérer la météo. Après des pluies qui sont assez intenses, habituellement, la contamination bactériologique risque d'être à son plus élevé parce que bon, on va avoir eu du ruissellement, on va avoir eu beaucoup d'infiltration. Donc, ça peut être un excellent moment pour aller faire nos tests. Si on n'a pas de contamination bactériologique, à ce moment-là, on risque de pas en avoir non plus là, par temps sec. Donc, ça fait pas mal le tour de notre premier thème. On peut passer à une période d'échange, là, puis en fait, là, je peux vous poser comme question, savoir si justement vous avez des aspects à approfondir ou sur les méthodes de suivi, également là, sur la désinfection des puits ou alors ce qui a été réalisé aussi par l'OBV là, au cours des dernières années en ce qui a trait à l'analyse bactériologique. Donc, ouais, vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions via le chat ou intervenir, là, soit en levant la main ou en faisant signe devant la caméra. Monsieur Normand Fournier. Je vais rétablir votre son. Son. C'est bon? On m'entend? Oui. OK. Moi, en fait, quand on parle de désinfection d'un puits, c'est quoi? C'est de l'eau de javel qu'on met dans le puits? C'est du chlore? Comment que ça fonctionne? On pourra mettre le lien là, justement là, dans le chat. Là. Mais oui, c'est avec un eau de javel là, qui actuellement que c'est recommandé, une désinfection. Puis la procédure là, est vraiment tout expliquée sur une des pages du ministère de l'Environnement. Tout dépendant du type de puits, puis de la grosseur, là, on va indiquer le nom de la concentration de javel à appliquer. Là. Mais ouais, c'est comme ça. Puis par la suite, ben faut purger cette eau-là. Mais c'est comme ça qu'on va procéder habituellement. OK, merci. Monsieur Claude Leclerc. Bonsoir, monsieur. Je me demandais au sujet de la méthodologie pour la qualité de l'eau, le guide pour l'évaluation de la qualité bactériologique de l'eau en lac. Je me demandais la période favorite dans notre cas. Nous, au lac Aperchaude, on a beaucoup de chevreuils, l'hiver, tout ça, en plus des bernaches et puis les outardes qui font leurs excréments et de suite. Est-ce qu'il y a une période préférentielle pour faire envoyer ces analyses-là? Est-ce que c'est en période de chaleur, milieu de l'été, en eau plus froide, au début de la saison de l'été? Quand est-ce que la période est favorisée, idéale?
Ben là, vous m'avez parlé de Bernache qui séjourne quoi, dans quelle période habituellement, fin Ah, d'automne, printemps, du printemps à l'automne. ouais, Oui. du printemps à l'automne. Oui. Donc, on peut y aller. On peut y aller au printemps pour récolter beaucoup là, de l'eau de pluie de la majorité du territoire. Donc là, on reçoit beaucoup de précipitations. Justement, ça va, si on a une contamination sur notre territoire, on risque de recevoir le message. Par contre, le message va peut-être être brouillé dans le sens que ça va être dur de déterminer à ce moment-là dans l'année de où nous provient la contamination. Mais le printemps, c'est un bon moment justement pour voir si on a de la contamination. Puis après ça, justement au courant de l'été, lorsque c'est plus tranquille au point de vue des précipitations, si on veut réaliser justement un deuxième échantillonnage de plus par section du lac, comme je vous ai dit, pour tenter de cibler une source vraiment plus précise de contamination, ben là, j'irais justement là, dans un mois de l'été plus sec. Là. OK, merci. Quelqu'un d'autre qui a une question? On a peut-être des inquiétudes par rapport à la contamination bactériologique ou des situations qui ont été observées sur leur lac? Vous pouvez soit passer par le chat ou lever votre main pour interagir de vive voix. Puis, de toute façon, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de problème. On passerait au sujet suivant. Puis, il va y avoir toujours possibilité de revenir à la fin là, si jamais vous avez d'autres réflexions à amener. J'aurais juste une question. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Au niveau, avant qu'on fasse analyser l'eau, est-ce que pour un baigneur, il y a des signaux d'alerte qui indiquent une possible contamination de l'eau? Genre, vous allez vous baigner, vous sortez avec des boutons rouges, ou des pustules vertes, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des signaux inquiétants qui pourraient nous dire, oula, faudrait peut-être qu'on fasse de quoi, hein? Bonne question. Des boutons, ça peut aussi là, être lié à la dermatite du pêcheur là, qui est associé souvent justement aux déjections des oiseaux aquatiques. Mais c'est quand même un excellent signal là, si suite à des baignades, sur votre corps, vous voyez des signes extérieurs. Bon, c'est signe d'une contamination. Après ça, il faut chercher. Mais outre ça, je pourrais pas dire en particulier là s'il y a des signes précis qu'on peut voir là, sur notre corps là, d'une contamination d'ordre fécal. Pour préciser, je me suis baigné beaucoup cet été, j'ai eu aucun problème. Bon, euh, ça dépend des gens, tout ça, mais je suis pas inquiet à ce niveau-là, personnellement, mais c'est sûr qu'on va peut-être faire des analyses au lac à la perche chaude plus tard, là. Mais pour tous ceux qui sont autour du lac à la perche chaude, j'ai rien vu d'inquiétant, malgré qu'il y a beaucoup d'animaux, là, qui baladent. Mais, voilà. Donc, je viens de préciser, je ne veux pas faire peur au monde. Merci. Non, ben, c'est bien correct, puis c'est normal aussi à un certain point, justement, avec la présence d'animaux sur le territoire, qu'il y ait des traces là, de coliformes fécaux là, dans l'eau. Donc, ce qu'on cherche, c'est pas nécessairement un zéro, mais c'est des concentrations qui sont faites. Parfait, merci. Oui, exact, c'est ça. En termes de signes visuels, là, il n'y en a pas tant que ça. Évidemment, si vous avez des symptômes de gastro à tous les fois que vous vous baignez, là, ça c'est peut-être un bon signe évident. Puis pour ce qui est là, des boutons qui peuvent apparaître, là, Alexandre a parlé là, de la dermatite des baigneurs, qu'on va voir souvent dans des eaux peu profondes. Donc la dermatite des baigneurs, là, c'est un parasite qui passe là, par la sauvagine, par les oiseaux, mais dont un des hôtes est des escargots. Donc, les escargots qu'on va retrouver là, en zone peu profonde où il y a de la végétation, par exemple. À des endroits où il y a pas, où il y a peu de vagues aussi, c'est le genre d'endroit qu'on peut retrouver ces parasites-là. Mais aussitôt que vous avez, je pense, là, des boutons rouges puis que ça gratte, là, c'est le parasite là, en fait, qui pense que vous êtes un oiseau, mais c'est pas le cas. C'est pas dangereux. En fait, c'est une réaction qui est normale là, que tout le monde fait. C'est le parasite en fait qui rentre dans la peau, mais qui meurt, là, donc qui est éliminé par le système immunitaire humain. Donc, il n'y a pas d'inquiétude normalement là, par rapport aux boutons, à moins que ces boutons-là restent quelques jours. Là. Oui, c'est bon. Merci.
Monsieur Claude Leclerc? Oui, au sujet de l'analyse d'eau, est-ce qu'il y a des associations ou des membres ici qui ont effectué cela? Et puis, est-ce qu'on peut avoir une idée de la grandeur du coût d'une analyse? À ma connaissance, il n'y a pas eu de. Ben, c'est ça, à ma connaissance, là, je sais pas s'il y a des associations qui ont réalisé des analyses bactériologiques. L'OBEV, lorsqu'on réalise la diagnose des lacs, on réalise une analyse de la qualité de l'eau des principaux tributaires des lacs. Puis là, il y a une analyse bactériologique, là, donc des coliformes fécaux. Ça nous permet de voir justement si ces tributaires-là contribuent possiblement à une contamination bactériologique. En ce qui a trait au coût, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand même quelques centaines de dollars là, par échantillon si on veut faire analyser les différents paramètres, dont E. coli, entérocoque, puis fécaux, totaux. Donc, c'est quand même des analyses assez dispendieuses. C'est pour ça que je mentionnais d'être assez stratégique lors de nos analyses pour pas défrayer des coûts pour rien. Parce que lorsqu'on passe par des laboratoires privés, ça peut être assez dispendieux. OK, d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a est-ce que, exemple, un castor versus les races aviaires, la race aviaire est plus importante sur l'apport des coliformes versus les chevreuils ou les castors ou d'autres animaux? Est-ce que ça dépend du mécanisme non pas juste de digestion, mais le métabolisme de l'animal? Les animaux aquatiques, pour leur grosseur, là, vont quand même produire beaucoup d'excréments, donc vont contribuer de manière assez importante quand même là, aux apports en coliformes par rapport à des organismes comme les mammifères qui eux aussi peuvent contribuer, là, mais proportionnellement là, les oiseaux, puis les oiseaux souvent vont être plusieurs individus sur un même lac, là, donc ça va être une source assez importante. OK, merci. Donc, on passerait au sujet suivant pour être sûr d'arriver dans le temps. Puis vous parler des 5 autres sujets, mais on va pouvoir revenir à la fin si jamais vous avez d'autres questions par rapport à la contamination bactériologique. Donc, à toi, Alexandre. Merci Pierre-Marc. Donc, lors du dernier atelier, on vous avait demandé justement de nous proposer des thèmes. Donc, les prochains thèmes, c'est suite à vos propositions. On a parlé de gestion de projet un peu à l'échelle des associations de lacs. Ce qui était spécifié, là, c'est des projets de revégétalisation des rives ou de contrôle de l'érosion. Donc, je vais simplement donner là un peu les grandes étapes de la gestion de projet. En prenant, pour exemple, un projet de revégétalisation des rives, là, mais c'est quand même des grandes étapes qui actuellement vont s'appliquer à tout bon projet. Tout d'abord, bien entendu, il faut réfléchir aux objectifs, aux moyens, aux coûts pour réaliser notre projet. Donc là, je prends un exemple de notre fameux projet de revégétalisation. Par exemple, on observe qu'une partie des berges de notre lac a été dévégétalisée suite à par exemple, des travaux là, sur la route. Donc, on va évaluer la surface à végétaliser. Par exemple, 200 mètres carrés. Par la suite, on se dit, on aimerait planter des arbustes en quincombre au mètre près. Donc, on est capable d'obtenir le nombre de végétaux qu'on veut planter. Par la suite, il faut déterminer, bien entendu, ça appartient à qui, là, cette partie de rive-là, avant de pousser le projet plus loin. Il faut, bien entendu, que le propriétaire soit d'accord à ce qu'on intervienne sur cette terre-là. On peut commencer à budgéter, à voir les différents coûts, monter un plan des plantations, un plan du projet en tant que tel. Une fois vraiment qu'on a une bonne idée quand même de où on veut s'en aller, faut chercher le financement. Puis, justement, lorsque le projet est bien monté, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du financement parce qu'on peut bien l'expliquer. Là, il y a différentes manières. Quelquefois, les municipalités ont des programmes de subvention environnementale.
par lesquels on peut passer. On peut réaliser des campagnes de financement communautaire, par exemple, au travers des résidents alentour du lac. On peut y aller par ce qu'on appelle un peu du financement privé plus bénévolat. Donc, par exemple, si c'est chez un riverain que on sait là, que il y a une volonté peut-être de passer à l'action, mais il y a toujours comme une espèce de frein ou une hésitation à passer à l'action, ben peut lui proposer de défrayer les frais pour les végétaux, puis de fournir l'aide bénévole, de fournir le matériel, de planter. Donc, des fois, ça va être le déclic là, pour réaliser le projet. On peut faire des commandes groupées aussi pour profiter là, de tarifs réduits là, lorsqu'on achète les végétaux. Puis également, là, passer par il y a plein d'autres programmes de subvention qui peuvent être applicables. Par contre, lorsque on s'en va dans cette avenue-là, il faut s'informer tout d'abord là, aux responsables des programmes, voir si le projet peut vraiment être applicable, voir la disponibilité des fonds, quand est-ce que les fonds sont disponibles pour être sûr là, de ne pas perdre son temps, parce qu'habituellement, quand même, de remplir ces formulaires-là de financement, c'est assez long. Donc, il y a différentes manières de financer nos projets. Une fois qu'on a justement notre réflexion est faite, on a obtenu notre financement, ben on passe à l'exécution. Donc, on planifie la phase terrain. On cible les végétaux qu'on veut acheter selon les différentes conditions du terrain. On évalue quel matériel qu'on a besoin, puis on l'emprunte si possible. C'est beaucoup moins cher que de l'acheter. Ou on loue lorsque c'est possible également. On s'arrange pour avoir une aide bénévole, toujours avoir si possible lors de la réalisation d'une petite phase terrain comme ça, d'une plantation. Bon, on peut organiser ça lors d'une fin de semaine, si possible un samedi, en se disant, bon, si la météo n'est pas de notre bord, on va faire ça le dimanche. On pense aux mesures environnementales, par exemple des barrières à sédiments, si on sait qu'on travaille proche du lac et que ça risque de ruisseler. Toutes ces choses-là, lorsque on est prêt, ben on agit, on exécute la phase terrain, puis par la suite, c'est vraiment du suivi. Donc, suivi des aménagements, promotion du projet, ça, si possible, là, y réfléchir aussi là, dans la phase d'élaboration pour se garder un budget pour ça. Donc, le suivi, souvent, ça peut être d'effectuer le remplacement des végétaux. Donc, si possible, on se laisse également garder une petite enveloppe pour faire ça. Puis la sensibilisation, ben c'est souvent inscrire, planter un panneau, quelque chose comme ça. Bon, l'association de tel lac a réalisé le projet. Puis là, si on a des bailleurs de fonds, souvent on va vouloir mettre leur logo aussi pour leur faire de la publicité. Donc, c'est un peu l'ABC de la gestion de projet qui peut se réaliser, je pense, à l'échelle d'une association de lac. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le projet. Je ne sais pas si vous avez des questions là, sur les différentes étapes ou des cas concrets que vous voulez nous parler à propos de la gestion de projet. On vous invite à lever la main ou inscrire vos questions dans le chat. Puis juste par rapport, c'est sûr que c'est un cas précis d'aménagement de revégétalisation, mais évidemment, quand on va vous fournir les comptes rendus, vous allez avoir tous les liens là, qui vont vous diriger vers les différents guides d'aménagement de rive. Donc, puis voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas plus grave, on va passer à un autre sujet. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent en tête en cours de route, on pourra y revenir à la fin. Donc, je te laisse à nouveau la parole, Alexandre. Donc, un autre thème qui nous a été recommandé, c'est de parler un peu de la responsabilité puis des rôles joués par les associations de lac. Donc, tout d'abord, ce qui est recommandé, c'est que l'association devrait être un organisme à but non lucratif.
avec des lettres patentes délivrées par le registre des entreprises, et ça en vertu de la loi des compagnies. En fait, là, ce qu'on veut, c'est que l'association ait un statut de personne morale, donc que ce soit une entité juridique, donc qu'elle soit capable de parler au nom de ses membres, que ce soit pas seulement une association de personnes là, qui n'a pas nécessairement qui a un fondement, là, mais qui est pas officialisée. Par contre, lorsque c'est le cas, qu'on intervient de cette manière-là, il faut tenir, bien entendu, une assemblée générale annuelle avec les membres, donc un endroit, une date, une heure déterminée, dans un avis de convocation là, qui est expédié avant la tenue de l'assemblée. Quelques informations là, qui doivent être contenues là, dans cet avis-là, notamment l'ordre du jour, puis le procès verbal de l'assemblée de l'année antérieure. Il y a également là des responsabilités, dont mettre à jour, classer, conserver les procès-verbaux, les rapports, autres documents qui sont exigés par la loi de la compagnie. Tout ça dans une visée là, de rester transparent, puis d'être capable de fournir les documents s'il y a des vérifications qui doivent être faites, des choses comme ça. Également, une autre responsabilité là, qu'on juge particulièrement importante pour nous à l'OBV, c'est de s'assurer d'avoir une liste de membres à jour avec les informations nécessaires pour rejoindre ces derniers. Donc, ça, c'est super pertinent, puis ça peut être très utile d'avoir une liste de nos membres avec par exemple, leur adresse courriel. On se forme tout simplement un groupe d'envoi avec ces adresses-là. Puis lorsque, par exemple, nous, on vous envoie de l'information, simplement à envoyer ça à votre groupe de contact et voilà, l'information est partagée. Donc, toujours très apprécié. Puis sinon, s'assurer la bonne application des statuts, des règlements de l'association et effectuer des mises à jour lorsque c'est nécessaire. En ce qui a trait maintenant au rôle d'une association de lac, on a ici une liste là, qui n'est pas exhaustive, là, mais peut-être les principaux rôles à jouer. Donc, bien entendu, la sensibilisation des propriétaires à leurs obligations, à leurs responsabilités, mais également à leurs droits en milieu riverain. Donc, vraiment mettre le propriétaire riverain là, dans sa situation, puis expliquer un peu là, comment ça se déroule alentour du lac. Promouvoir le respect de l'environnement, des bonnes habitudes de vie en milieu riverain. Également faire émerger des consensus concernant le respect de l'environnement puis les bonnes habitudes, puis les consigner. Donc, on parle justement là, souvent de codes de conduite volontaire. Ça peut passer de différentes manières. Donc, un guide du résident, un guide de bonne pratique, code d'éthique. Un peu une manière là, d'expliquer comment ça fonctionne alentour du lac, c'est quoi les bons comportements adoptés, c'est quoi la bonne manière de faire pour justement préserver l'environnement, puis bien s'entendre avec ses voisins. Il y a également un rôle de recueillir les attentes des propriétaires, les inviter à soumettre leurs préoccupations et faire émerger un consensus sur les sujets. Donc vraiment un rôle de questionnement des riverains sur leur avis pour essayer de former justement un consensus de vers où on s'en va, puis être capable de représenter nos riverains de manière officielle auprès des différentes instances, auprès de la population, des médias. Puis finalement, un rôle de collaboration justement avec ces instances-là, avec les autres associations de lac, avec des organismes comme justement l'OBV pour tenter de pousser les projets pour faire avancer les choses. Donc, c'est pas mal ça. Là, je parlais de code de conduite volontaire tantôt. Faut bien dissocier justement nos codes de conduite d'un règlement. Une association n'a pas vraiment un réel pouvoir réglementaire, mais bien entendu, peut avoir un rôle de conseiller, de promotion et de sensibilisation. Je termine avec les regroupements d'associations de lac. C'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois lors des derniers ateliers. Encore là, le regroupement d'associations, si possible, va vouloir que ce soit un organisme à but non lucratif avec des lettres patentes délivrées par le registre des entreprises. Encore là, c'est pour que cette association-là, ce regroupement-là, ait un statut de personne morale, donc devienne une entité juridique qui soit capable de représenter ses membres. Puis les regroupements d'associations vont avoir certains avantages
Bien entendu, plus qu'on a de personnes qu'on représente, plus qu'on a un poids politique important, donc pour essayer de faire changer les choses auprès des instances. Mais également, on va se partager les efforts requis pour mener des dossiers. Donc, souvent, les associations de lacs vont mener des projets qui sont similaires, ont quand même les mêmes visées. Puis, au lieu de travailler en silo, ben si on travaille au sein d'un regroupement, ben les choses peuvent avancer un peu plus vite sur des sujets là, qui sont communs aux différentes associations. Donc, voilà pour ce sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les rôles, les responsabilités ou encore si vous avez des ajouts justement par rapport à nos listes là, dont vous voulez nous faire part. Claude Leclerc. Oui, j'avais une question au sujet des responsabilités d'une association, autant dans les... est-ce qu'une association devrait prévoir ou favoriser d'avoir une assurance pour les gestionnaires, soit pour les membres du conseil d'administration? Il y a un membre qui m'a posé la question, il dit en cas de poursuite, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y en a présentement ce soir ici qui font partie d'une association dont ils ont une couverture dite là, autant comme lorsque tu es président d'un groupe de condos. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que est-ce utile? Donc, on parle ici d'une assurance, par exemple, responsabilité civile pour quelque chose qui arrive. Oui, ou de poursuite contre un des gestionnaires advenant qu'un membre dirait ben c'est votre faute, on vous poursuit. Quelle est la démarche favorisée de préférence? Bonne question pour des responsabilités, des assurances de responsabilité civile. Moi, j'ai pas la réponse comme ça. Je sais pas s'il y a des associations qui ont justement là, pensé à se doter d'assurance. Quelqu'un qui pourrait intervenir si jamais vous avez pensé ou vous l'avez fait. Oui, moi non plus, malheureusement, j'ai pas la réponse à la question. C'est une très bonne question. Peut-être, comme le demandait Alexandre, si une autre association, un représentant d'une autre association pourrait répondre à cette question-là. Dans le cas contraire, on va revenir avec une réponse là, éventuellement. OK, merci. Il y a Eugène Montour qui dit nous avons une assurance à partir de la municipalité. Je ne sais pas si vous voulez développer de vive voix. Bref, on pourra vous recontacter, Monsieur Montour, pour en discuter. Puis, comme je dis, on va revenir à tout le monde avec une réponse ou des éléments de réponse là, le plus tôt possible. Et M. Montour fait partie dans quel coin de quelle municipalité, s'il vous plaît? M. Montour n'a pas de micro, c'est pour ça qu'il nous écrit dans le chat. OK, certains éléments de réponse qui arrivent. Là. Pas d'assurance pour le lac des Îles actuellement, mais à vérifier de la part de Jocelyn Melançon. Je ne sais pas, M. Montour, si vous pouvez juste indiquer la municipalité où vous êtes localisé. Sinon, il y a José Bélanger qui demandait là, si on avait une liste des associations existantes. La réponse est oui. On a une à l'organisme de Bassin-Versant, qui, je crois, est quand même assez à jour. Sinon, vous pouvez vérifier auprès de chaque municipalité. Là, normalement, il tient un tel registre également. Exact. Pierre-Marc, si je ne me trompe pas, on est à peu près à l'entour de 14 associations de lacs sur le territoire de l'OBV en ce moment. Réparties principalement là, dans 4 municipalités, dont Saint-Alexis, Des-Monts, Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc, puis Saint-Élie-Caxton. Puis c'est vrai aussi, on a une association de lacs à Saint-Angèle-de-Prémont.
Oui, Madame Bélanger. Oui, c'est pour faire suite à ma question. Oui. Je me demandais, bon, il y a 14 associations là, qui existent actuellement, mais je pense pas qu'il y ait de regroupement actuellement. Avec l'information que vous avez donnée précédemment, là, je pense pas qu'il y ait de regroupement actuellement de ces associations-là. Est-ce que je me trompe? Actuellement, je ne croirais pas. Il y en a eu dans les dernières années. Je sais qu'il y a eu, par contre, là, ça n'a pas été un regroupement, mais peut-être les gens du Lac Long ou de Lac Plaisant pourront répondre là-dessus. Pas que je pense que Pierre peut parler, là, mais il y a eu une espèce de coalition là, contre justement le pouvoir locatif alentour des chalets. Je vais céder la parole à Pierre Lévesque. Merci. On t'entend pas. Ton micro, Pierre, s'il te plaît. Ça va? Oui. Bon. Pour les regroupements, il y a eu un regroupement de l'ensemble des associations de lacs de Saint-Mathieu dans les années 2000. Le regroupement existe encore, mais il est moins, je dirais, proactif. J'ai expliqué pourquoi tantôt. De la même manière, à Saint-Élie, moi, j'ai fondé le regroupement des lacs de Saint-Élie, des 6 lacs principaux, en 2007, pour tout le règlement, là, la promotion du règlement de végétation des rives et de négociation avec les municipalités. Alors, les deux regroupements ensemble, Saint-Mathieu, Saint-Élie, puis à Saint-Boniface, il n'y avait pas de regroupement, mais on réunissait les 3 lacs ensemble, de sorte que là, il y avait comme un grand regroupement des 3 municipalités où les vases, les bassins versants sont en communication. Mais ce qui est arrivé historiquement, après l'adoption du règlement de végétation des riz, d'une part, mais surtout principalement en 2009, avec l'adoption de la loi sur l'eau, où tout le territoire des Yamachiches et tout ça, qui était une zone orpheline, a été greffé à l'organisme de bassin versant, d'une part. Puis d'autre part, comme les OBV ont un mandat de concertation, collaboration, etc., puis de gestion du territoire, ben, c'est que la nécessité du regroupement pour ce qui est de la gestion de l'eau aux gestions réglementaires est devenue quelque chose de moins important parce que l'OBV faisait déjà beaucoup de tâches. Mais ça ne veut pas dire que ça ne devrait pas avoir lieu sur toutes sortes d'autres objets ou, comme disait Alexandre tantôt, comme moyen de pression de Jean Black pour inviter les municipalités ou inciter les municipalités à faire plus dans la gestion du milieu riverain. Mais ça fait une longue réponse, mais là, moi, j'ai là, depuis 6 ans, je m'occupe plus du regroupement des lacs de Saint-Élie, fait que c'est comme devenu caduc, même si les associations se parlent parfois, il n'y a pas de regroupement comme tel. Saint-Mathieu, comme je vous dis, d'une utilité maintenant moins nécessaire parce que l'OBV là, BVSM, eux sont un peu nous pour 3 lacs qui faisons la job de suivi de l'eau. Ben, ce serait quelque chose à remettre sur pied. Peut-être que l'OBV pourrait, là, à un moment donné, faire comme une demi-journée pour l'ensemble des associations du territoire, puis voir, mettre ça à l'ordre du jour, par exemple, avec toutes sortes d'autres sujets, parce qu'il y aurait lieu, parce que les municipalités sont fort passives dans la gestion du milieu riverain, il y aurait lieu qu'il y ait une entité, pas l'OBV, c'est pas son rôle, mais que les lacs se regroupent pour exercer une pression organisée. Ouais. Des fois, sans que ça exerce nécessairement une pression, je me disais, ça pourrait être intéressant de savoir d'une association à l'autre quels sont les projets que l'on vise à mettre de l'avant pour essayer peut-être d'aller chercher des coûts moindres à grande échelle plutôt que d'y aller association par association. Exact. Puis des fois de savoir ce qu'une association va faire comme projet parce que tout à l'heure, moi, ma vie, là, mon métier, c'est dans la gestion de projet. Fait je peux vous dire, là, des projets, là, avec un plan directeur, on peut en avoir plusieurs projets à mettre de l'avant. Puis de savoir qu'une
une association prévoit faire tel ou tel projet, ben, ça peut donner aussi des idées à une autre association de dire, ah, eux l'ont fait, ils ont eu du succès, ils ont procédé de cette façon-là. Fait qu'en termes de communication, je pense qu'il y aurait quand même une plus-value là, à s'assurer que tout ça, on est capable d'avoir l'information. Exact, exact. Moi, quand je parlais de représentation, là, c'est pas le seul objet que je vois possible, là. C'est le fait de regrouper les forces, partager les objets, arrêter de réinventer la roue chacun de son bord, communiquer. Bien sûr, c'est ça le rôle d'un regroupement, là. Ouais, exact. ouais. Bien, merci beaucoup. Merci pour vos réflexions. En fait, oui, c'est un de nos mandats, c'est de regrouper les gens là, pour discuter puis se concerter. Donc, on est toujours en réflexion sur comment on peut mieux faire. Donc, si ça passe par un comité de riverains, on pourra éventuellement mettre en place, l'inscrire dans notre plan d'action, par exemple, au plan directeur de l'eau. Puis, pas se substituer au regroupement qu'il pourrait avoir, mais quand même être des lieux d'échange, de partage d'idées ou juste pour avoir justement pouvoir se prévaloir là, d'économies d'échelle. Je pense que c'est une bonne avenue, là. Donc, on va y réfléchir éventuellement. Monsieur Normand Fournier. Nous, présentement, on a eu des rencontres avec le lac Plaisant, le lac du Barrage, le lac Long, le lac Souris et le lac Belle pour justement regarder pour la location des chalets alentour des lacs. Fait qu'on a une forme de regroupement, mais sans être, comment je dirais, en tout cas, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis, je pense que c'est une bonne chose de rencontrer plusieurs. Peut-être que ce serait une bonne affaire je ne sais pas si l'OBVRL peut le faire, mais ces regroupements-là, présentement, c'est sûr que nous, on a parlé plus de location, mais ce serait le fun d'échanger avec plusieurs autres lacs. Là. Fait que nous, au Lac-Long, on serait pour ça, en tout cas. Parfait, c'est noté. Mais oui, on voit toujours l'importance là, de partager nos idées puis de discuter d'enjeux communs. Puis c'est ça le but là, à terme là, de se regrouper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir de vive voix? On a encore le temps pour peut-être une autre réflexion ou une autre question. Sinon, dans le chat, il y avait Monsieur Montour là, qui demandait comment stopper l'évolution des algues dans les lacs. On pourra y revenir à la fin. Je peux la prendre en note, puis on va y revenir à la toute fin de l'atelier pour répondre spécifiquement à cette question-là. Pierre, je sais pas, est-ce que tu voulais prendre la parole? Non, c'est beau. Ah, ok, parfait. Donc, on va poursuivre avec un autre sujet. Donc, je te laisse la parole, Alexandre. Merci Pierre-Marc. Donc, un autre sujet qui nous a été recommandé de parler un peu des plans d'action. Plans d'action concrets applicables à un lac, à son bassin versant. Donc, un peu comment est-ce qu'on arrive à créer un plan d'action. Je vais vous parler un petit peu là, des différentes étapes qui vont mener à son élaboration. Tout d'abord, bien entendu, là, c'est d'acquérir des connaissances sur l'état de notre lac, de notre bassin versant, ce qu'on va appeler le portrait diagnostique. Donc, on veut savoir un petit peu notre lac, est rendu où, donc son bilan de santé, là. On veut qu'il aille voir le docteur, puis qu'on ait une bonne idée là, de son cardio, de la manière dont il respire. Donc, c'est bien imagé, là, mais c'est pour ça qu'on prend des mesures de chlorophylle A, de phosphore, voir si justement l'eau est trop enrichie. Même chose pour ce qui est des plantes aquatiques. On va voir s'il y a trop de plantes aquatiques, c'est un signe justement d'enrichissement de l'eau. Par la suite,
l'oxygène dissous dans le lac, donc différentes analyses qui nous donnent une bonne idée du portrait du bilan de santé du lac. Même chose pour ce qui est du bassin versant, donc on va un petit peu analyser ce qui va se passer sur le bassin versant, donc le pourcentage de la superficie en forêt, le pourcentage de superficie développée, donc des routes gravelées, des terrains résidentiels. Donc, tout ça peut participer aux apports en phosphore et nous permettre une meilleure compréhension de ce qui se passe. Par la suite, lorsqu'on a vraiment un bon portrait, on va aller essayer de comprendre pourquoi on est rendu là, justement, pourquoi le lac est rendu à tel état trophique, pourquoi on ressent que le lac subit quelque peu de la dégradation ou que ses eaux sont enrichies. Donc ça, c'est le diagnostic. On va aller voir les causes de perturbation directement sur notre terrain, les sources d'érosion, les sources de sédimentation, de ruissellement de surface. Donc, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas dans notre lac. Une fois qu'on a notre portrait diagnostique, là, on a vraiment une meilleure idée de ce qui se passe. Donc, on est capable de déterminer les principales préoccupations, les principales problématiques auxquelles on veut s'attarder. Par la suite, ça va nous orienter donc vers justement la sélection d'orientations qui sont un petit peu plus larges, qui vont commencer à guider justement l'élaboration du plan d'action. Puis là, tranquillement pas vite, on va ajouter des objectifs un peu plus précis, un peu plus concrets, avec des cibles à atteindre, avec des échéanciers, avec des acteurs qui sont imputables de certaines de ces actions-là. Puis, rendu là, on tombe vraiment au numéro 3, l'élaboration d'implantation du plan d'action. On a un peu toutes les pièces du puzzle pour le faire. Donc, on le montre avec MapAbit, ça devient un document de référence qui va guider justement la prise d'action là alentour du lac pour protéger sa santé puis protéger l'environnement. Ce plan d'action-là, bien entendu, il faut faire un suivi, donc faire un suivi de la réalisation des actions au cours des années. On peut également là, se donner un échéancier, par exemple un cycle quinquennal. Par la suite, on fait une espèce de vérification complète de ce qui s'est déroulé. Donc, les actions qui ont été réalisées, les actions qui sont en cours, les actions qui finalement n'ont jamais vu lieu. On peut par la suite un peu réorienter notre plan d'action vers un deuxième cycle de vie si on voit que certaines problématiques qui soit qui ont été réglées ou d'autres qui se sont davantage développées, puis ainsi de suite. Là, c'est vraiment là un processus itératif dans ce cas-là. Je parle un petit peu des plans directeurs de lac. En fait, les plans directeurs de lac sont des documents de gestion qui vont inclure un plan d'action. Donc, dans notre PDL, on va avoir le portrait diagnostique. On va avoir également une partie dans laquelle on cite nos principales préoccupations, la pierre d'assise du plan d'action, donc les principales orientations, puis le plan d'action. Donc, c'est vraiment un document un peu plus global qui va englober un plan d'action. Donc, c'est pas mal ce dont j'avais à vous parler pour ça. Je ne sais pas si vous avez des questions là, sur les différentes étapes d'élaboration. Je vais donc sur justement l'élaboration plus précisément des plans directeurs de lac. Si vous avez des réflexions à apporter, des questions, vous pouvez soit lever la main ou poser la question dans le chat. Pas de questions par rapport au plan d'action ou au plan directeur de lac? En attendant, je peux peut-être juste souligner là, la différence entre un plan directeur de lac et un plan directeur de l'eau. Souvent, peut-être le plan directeur de l'eau là, pour un territoire complet peut vous sembler peut-être un peu plus lointain parce que en fait, c'est un plan directeur, mais pour l'ensemble du territoire et qui vise également à améliorer les ressources en eau du territoire, mais on cible pas seulement un usage ou un type d'acteur. Donc, c'est vraiment tous les acteurs du territoire qui sont amenés à élaborer là, ce plan directeur-là, dont les riverains, mais également les acteurs forestiers, agricoles, etc. Les plans directeurs de lac, évidemment, c'est un peu plus concret. Donc, c'est un plan directeur qui est là, mais qui s'attarde spécifiquement à améliorer soit la qualité de votre lac, mais l'environnement général là, de votre lac et de son bassin versant.
Oui, Pierre? J'ajouterais pour compléter, Alexandre et Pierre-Marc ont souvent parlé phase 1, phase 2, phase 3 dans les ateliers antérieurs. Alors, pour bon nombre de lacs du Piémont, là, Saint-Mathieu, Saint-Élie, Saint-Alexis, les analyses de base, phase 1, 2, 3, sont faites. Et pour chacune de ces volets-là, il y avait comme des recommandations. Puis là, pour ces lacs-là qui ont les phases 1, 2, 3 de fait, ça serait comme rendu à l'étape de créer un plan directeur de lac, qui serait reprendre tout ça ensemble et créer une espèce de plan organisé spécifique à un lac pour le prendre en main et aller plus loin dans sa gestion. Donc ça, c'est la première chose que je voulais ajouter en complétant. Deuxième, ça n'a pas été mentionné depuis le début, mais moi, ça me frappe toujours. C'est que, bon, quand Pierre-Marc parlait de plan directeur de l'eau, là, et des différents partenaires, sur notre OBV, là, les gens savent pas ça, mais il y a 14 bassins versants différents. Il y a 11 sous-bassins reliés à tout ça. Il y a 1365 lacs qu'on a à superviser, répartis dans 19 municipalités, 2 villes et puis 3 MRC. Alors, nous, quand on travaille, c'est sur ce grand ensemble-là, avec cet ensemble de partenaires-là, mais une association de lacs, elle, ce qui m'intéresse, c'est le plan directeur de lac spécifique à chez eux. Exemple, qu'est-ce qu'il y a au lac Long comme problématique spéciale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Alors que l'OBV, lui, travaille de façon macro, c'est-à-dire à l'ensemble de tout ce que je viens de vous donner, comment on fait pour faire bouger tout ça. J'ajouterai un dernier point. C'est pas toujours évident de se démêler là-dedans. Il y a comme 4 paliers. J'oserais pas dire de gestion, mais c'est quasiment ça. Il y a le gouvernement. Le gouvernement, lui, il fait des politiques. Exemple, politique de protection des rives, de la plaine inondable, etc. C'est des grandes orientations qu'il y a là-dedans. Puis il fait des règlements provinciaux. Un règlement provincial, exemple, le règlement sur la gestion des fosses septiques, c'est un règlement provincial d'application municipale. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Il donne les grandes orientations. Après ça, le palier de gestion en dessous, c'est la MRC. La MRC, elle se doit de faire ce qu'on appelle un schéma d'aménagement et de développement. Et dans son schéma d'aménagement et de développement, il faut au minimum qu'il y ait les balises que dans la politique de protection des rives énoncées par le gouvernement, mais ça peut aller un petit peu plus loin. Mais il faut que ça soit au minimum ce qu'il y a dans la politique. Ça, c'est le deuxième palier de gestion. Le troisième palier, c'est une municipalité. Elle a fait ses règlements d'urbanisme. Puis dans ces règlements d'urbanisme, elle est obligée d'avoir le minimum qu'il y a dans le schéma d'aménagement, ou un petit peu plus loin. Mais elle a un pouvoir réglementaire, de règlements municipaux et de règlements provinciaux d'application obligée. Puis, alors, mais elle, son cadre, il vient de la MRC, schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, il vient des politiques gouvernementales. Puis en dessous de ça, il y a les associations de lacs, mais eux autres, ils n'ont aucun pouvoir d'aucune sorte, sauf ce qu'on revient tantôt, là, les rôles principaux, information, sensibilisation, promotion, concertation, puis etc. Puis ensemble, prendre en main son milieu pour favoriser là, une meilleure gestion de l'eau. C'est ça qu'il y aura comme cadre à démêler, cadre général. Voilà. Excusez. Merci pour les précisions apportées. Évidemment, c'est très complexe quand on commence à tenter de distinguer les rôles de chacun des paliers gouvernementaux et des instances. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir par rapport à ce que Pierre a apporté comme précision. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre avec le prochain sujet. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va y revenir à la toute fin là, de l'atelier. Pierre-Marc, je vais peut-être profiter justement pendant qu'on est dans un plan d'action pour parler, justement répondre à la question de M. Eugène Monteau là, sur l'évolution des algues de nos lacs. Je pense que ça va être un bon exemple.
pour parler d'un plan d'action. Donc, en fait, la question, c'est comment pouvons-nous stopper l'évolution des algues dans nos lacs? Donc, lorsqu'on remarque la présence d'algues, on fait un petit peu ce qu'on appelle le portrait diagnostique de notre lac. Donc, on remarque un signe que notre lac va pas bien, un signe que la santé du lac est en train de se dégrader. Donc, la première étape de notre plan d'action est déjà en élaboration. Par la suite, il faut aller voir justement c'est quoi les causes qui mènent à la présence d'algues. Donc, on sait que les algues, les plantes aquatiques, lorsqu'elles vont être en présence élevée, donc il va y avoir une grosse biomasse végétale dans l'eau, c'est parce que il y a du phosphore, il y a de l'azote, l'eau est enrichie, ce qu'on peut appeler de l'engrais là. Donc on a toute la nourriture disponible pour nos algues, pour nos plantes. Donc il faut aller cibler sur notre territoire ce qu'on appelle davantage de diagnostic, les sources potentielles justement de ces apports-là en phosphore. Donc ça peut être des apports sédimentaires, donc ça peut être de l'érosion qui est liée à des mauvaises pratiques de gestion du réseau routier. Ça peut être lié à une mauvaise qualité des bandes riveraines. Ça peut également être lié à des installations septiques qui sont défaillantes. Bref, il faut aller voir justement sont où les causes, c'est quoi les causes de nos apports. Pour par la suite être capable de justement de cibler c'est quoi les grandes problématiques de notre bassin versant, d'y aller d'orientation pour tenter de solutionner ça, puis d'élaborer notre plan d'action qui, au final, dans ce cas-ci, ça va être de réduire l'eutrophisation de notre plan d'eau. Puis si on réussit à faire ça, bon, on va diminuer notre biomasse, notre prolifération de nos algues. Donc, c'était un cas, là, je trouvais que s'appliquait bien justement là, à l'élaboration de notre plan d'action. Parfait. Merci, Alexandre, pour la réponse. Je ne sais pas si, M. Montour, ça vous convenait comme réponse ou si vous aviez des questions supplémentaires. Si c'est le cas, juste à les inscrire dans le chat, puis on va y revenir un peu plus tard. Donc, je te laisse à nouveau la parole, Alexandre, pour le prochain sujet. Parfait. Merci, Pierre-Marc. On va parler un peu d'ensemencement. Donc, je suis loin d'être un expert en ensemencement, mais en fait, on va aborder certains points là, qu'il faut se poser avant justement de penser ensemencer un plan d'eau ou justement pour améliorer nos pratiques. Donc, lorsque on veut ensemencer une espèce en particulier dans notre plan d'eau, il faut tout d'abord considérer ses exigences écologiques. Donc, cette espèce-là va rechercher un habitat particulier avec des conditions particulières. Il faut également connaître les conditions qu'on va retrouver dans notre lac pour voir justement s'il y a un match. Si notre lac présente pas les bonnes conditions, ben il faudra peut-être penser à ensemencer une autre espèce si c'est possible. Je vais prendre le cas là, de la truite mouchetée, là, qui est souvent une espèce recherchée, pour un petit peu imager là, justement mes propos. Donc, notre truite mouchetée va avoir des besoins élevés en oxygène, donc va nécessiter une eau de lac fortement oxygénée, donc des valeurs optimales au-delà de 7 mg par litre. Donc, déjà en partant, si on a un lac là, en processus d'eutrophisation avancée où il y a des faibles concentrations d'oxygène, notre lac répondra peut-être pas à ce qui est recherché par la truite. Même chose pour la température. C'est un poisson d'eau fraîche, donc va proliférer dans une eau avec des valeurs entre 11 et 17 degrés Celsius. Un peu plus chaud, ça peut aller, mais pas beaucoup. Donc, si on a un lac là, de 2-3 mètres de profondeur maximale, probablement là, qu'au courant d'été, lors des périodes de canicule, toute la colonne d'eau risque d'être au-delà des valeurs limites là, pour la survie de l'espèce. On peut également analyser l'acidité. Dans ce cas-ci, pour la truite mouchetée, c'est un facteur là, qui est pas trop restrictif, donc on a quand même une bonne braguette d'acidité avec laquelle l'onde de fontaine peut jouer. Par contre, là où justement ça peut être plus complexe, c'est la présence d'espèces compétitives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la truite mouchetée va proliférer dans des lacs où c'est la seule espèce qu'on va retrouver de poissons. Donc, elle est très sensible à la compétition, que ce soit par la compétition sur les ressources alimentaires ou la prédation.
Là, j'ai listé quelques espèces de poissons qui produisent une forte compétition, là, mais il y en a plusieurs autres. On peut d'ailleurs là, dresser une relation inverse entre la complexité d'une communauté de poissons, puis la productivité, la survie, le développement des zones de fontaine. Donc, plus qu'il y a d'espèces de poissons dans un lac, plus qu'on a une communauté complexe, moins la truite mouchetée là, va être un poisson qui va bien aller dans ce lac-là. Dernier critère, ça pourrait être d'évaluer aussi des sites de frais disponibles. Donc, si on veut ensemencer notre lac, puis on veut que la population soit pérenne, soit capable de se reproduire, ben il faut qu'il y ait des sites, là, des frayères de disponibles, bien entendu. Si notre lac propose pas un habitat optimal, il y a toujours moyen là, d'ensemencer. Là, ça va vraiment être dans une optique, là, ce qu'on appelle le dépôt-retrait. Donc, on ensemence des quantités pas trop importantes de poissons dans une optique de les capturer rapidement. Donc, vraiment pour la pêche, pour la saison de pêche qui s'en vient. Donc, par contre, dans ce cas-là, il faut s'attendre à ce que le retour sur l'investissement soit pas énorme. Lorsque c'est bien réalisé, on risque d'avoir un retour, là, donc une capture d'environ 50% des individus au maximum, parce que ben on met quand même notre poisson dans un milieu, un élément là, qui est pas nécessairement favorable à 100% pour sa survie, pour son épanouissement. Donc, il va y avoir de la mortalité ou il peut y avoir des migrations aussi de poissons. Je voulais aussi vous parler des outils d'aide à l'ensemencement des plans d'eau qui sont développés là, par le ministère Forêt Fonds de Parc puis Environnement, si je ne me trompe pas, qui sont des outils disponibles pour différentes espèces. En fait, les espèces principales d'intérêt sportif. Donc, on peut passer de la truite mouchetée, tout l'a dit, d'or et jaune. C'est des documents qui sont conçus pour chacune de ces espèces-là, puis là, qui vont vraiment donner une foule d'informations, justement, les exigences écologiques, nécessaires pour ces espèces-là, les sites de reproduction, mais ça peut aller aussi sur des exemples encore plus concrets, comme par exemple la densité de poissons qu'on peut ensemencer dans un plan d'eau selon sa superficie. Beaucoup de choses à évaluer. Également, là, les lignées qu'on peut ensemencer, par exemple, pour ce qui est de la truite mouchetée, si on fait du dépôt-retrait, il y a certains types de lignées qui sont davantage favorables, alors que si on veut vraiment y aller pour une population qui est pérenne, qui va se reproduire, ben c'est davantage des lignées indigènes qu'on va devoir mettre. Tout ça doit être considéré, justement, doit être pensé avant de se lancer dans ces projets-là. Donc, ça peut être des outils très intéressants à consulter, là, qu'on peut retrouver sur Internet. Finalement, simplement pour vous le mentionner, l'ensemencement est principalement régi par le règlement sur l'aquaculture et la vente des poissons au Québec, quelques autres règlements alentours, mais c'est principalement ça. Ça divise le Québec en 28 zones aquacoles différentes dans lesquelles on va retrouver différents types de restrictions. Ce règlement-là va également dicter justement quelles espèces peuvent être ensemencées dans quelle région aquacole, à quelles conditions. Donc, puis aussi là, plusieurs autres informations qui peuvent être très pertinentes là, à consulter avant de penser à ensemencer. Donc, ça fait pas mal le tour là, pour en ce qui a trait à cette question-ci. Puis justement, là, on aimerait ça un petit peu savoir les gens des associations de lacs ou des lacs qui participent aujourd'hui, si vous réalisez l'ensemencement dans vos lacs ou si vous pensez justement réaliser, puis c'est quelle espèce, comment est-ce que vous fonctionnez, puis ben, si vous avez des questions, bien entendu, on va tenter d'y répondre. Monsieur Normand Fournier. Bon, nous, on ensemence la truite mouchetée aux 2 ans habituellement. Là, cette année, on ne l'a pas fait à cause de la COVID, bien sûr. Mais ce que je voulais savoir, c'est que nous, on met de la truite entre 10 et 12 pouces de longueur. On a beaucoup d'achigans puis des poissons là, qui vont les manger, mais serait-il préférable de prendre des poissons de plus grande taille? Est-ce qu'on aurait une meilleure chance de les garder ou si on continue avec nos 10-12 pouces de long? C'est une bonne question. C'est sûr que là, connaissant le lac Long, il y a quand même une eau là, qui peut héberger de la truite mouchetée. Là, une eau bien oxygénée avec des bonnes profondeurs, donc une eau qui peut être fraîche.
le problème avec le lac Long, c'est la communauté de poissons, justement, qui est assez diversifiée, justement. Là, on parle d'achigan. Je sais pas si avez-vous également de la perche chaude Oui, il y a de la au lac perche chaude. Long? Oui, c'est ça. La perche chaude est une espèce très compétitive envers la truite mouchetée parce qu'il va y avoir beaucoup de la compétition sur les ressources alimentaires. On se nourrit principalement des mêmes choses. 10 à 12 pouces, habituellement, bon, c'est quand même pas un poisson là, qui est si petit que ça. Donc, c'est pas nécessairement, oui, il risque d'être peut-être prédaté par des gros achigans, mais c'est surtout sur la compétition sur les ressources alimentaires pour les sites de reproduction, les sites vitaux. Il peut y avoir deux stratégies, là, parce qu'habituellement, c'est sûr que si vous allez sur des individus de plus grande taille, ben, il y a une question de coût aussi. Vous allez peut-être pouvoir en mettre moins pour le même budget. Est-ce que vous remarquez quand même que la truite réussit à prendre un peu de taille, à croître au cours des années, ou c'est pas mal justement le type dépôt-retrait, vous pêchez pas mal ce que vous avez mis au courant de l'année? Bon, disons que la pêche est bonne là, peut-être pendant les 3 premières semaines qu'on a ensemencé. Après ça, mais ça tombe assez rare là, que quelqu'un va en attraper. Ça va arriver, là. On en a vu quelques photos de gens qui en ont pris des 16, 17, 18 pouces. Mais ça, c'est rare. Là, fait que c'est ça, nous autres, on ensemence, mettons, à 1500 poissons, de 2000 poissons. Et là, ça reste pas. D'un année à l'autre, c'est rare qu'on va prendre de la truite la deuxième année. L'année qu'on n'en met pas, là, on n'entend pas parler beaucoup de gens là, qui vont en attraper. Fait que c'est ça que ma question, c'était ça, savoir si parce que cette année, on a vu, on avait un achigan qui était en devant chez moi, qui était sur le dos, puis il y avait justement un poisson dans la bouche. Et puis, il s'est probablement étouffé en essayant de manger le poisson. Mais je n'ai pas vu c'était quoi qu'il avait mangé. Mais ça ressemblait à une truite. Mais c'est ça. Là, je me disais, vu qu'on met 10-12 pouces, on en met, mettons, des 14-15 pouces, ça va être plus difficile à manger. C'était le sens de la question, c'était ça. Oui, c'est ça, je comprends. Puis, comme je vous dis, je pense qu'à 10-12 pouces, oui, il peut y avoir peut-être un petit peu de prédation, mais c'est surtout au point de vue là, de la compétition pour les ressources. Étant donné qu'il y a beaucoup d'autres espèces de poissons déjà dans le lac. Fait que rendu là, moi, je pense que c'est vraiment peut-être plus à votre discrétion. Qu'est-ce que vous voulez pêcher? Voulez-vous en mettre un peu plus, puis qu'elle soit un peu plus petite ou un peu plus grosse, au moins, des fois, là, comme vous dites, il y en a quelques-unes qui survivent et qui peuvent être capturées de plus grosse taille. Moi, je pense que je continuerai comme ça parce que de la manière que vous parlez, là, c'est quand même un ensemencement de type dépôt-retrait. Donc, au moins, vous avez un plus gros bassin quand même de truites ensemencées. C'est quand même un bon lac, le lac Long. Là, donc, il y a beaucoup d'habitats possibles. Donc, si on vous en mettez de la plus grosse, mais en moins grand nombre, vous risquez de diluer le succès de pêche. OK. L'autre question qu'on se pose, c'est que on peut-tu... j'ai perdu ma question, ça va pas pire, ça va bien. Je vais revenir, plutôt que ça va me revenir, je te reviendrai, là, mais j'ai perdu ma question. Pas de problème. Parfait, merci, M. Fournier. Quelqu'un qui voudrait intervenir sur justement là, ce que M. Fournier a apporté là, comme expérience? Votre question est revenue? Ce que je me demandais, c'est que on doit-tu, parce qu'avant ça, on ensemençait la truite et puis on le disait pas, on n'annonçait pas on disait qu'on en mettait cette année, mais on ne disait pas, mettons, on va en mettre lundi, on va en mettre le 18 mai, ou, tu sais, pour que la pêche ait quand même, que tout le monde peut en profiter, est-ce que ce serait préférable de dire, on la met, mettons, le lundi, mais on dit la truite va être mise cette semaine pour que tout le monde puisse en profiter et qu'il en prenne, ou si on est mieux de continuer à ne pas le dire? Quand même une bonne question. Je pense que ça dépend
du niveau de responsabilisation des membres. Je pense que si vous divulguez l'information, ça pourrait être bon, tu sais, mais de mentionner que bon, OK, notre truite est ensemencée le lundi, regarde, on peut-tu commencer la pêche à partir du mercredi? Tu sais, qu'on n'ait pas 10 pêcheurs là, d'emblée où est-ce que la truite est ensemencée, ils vont faire leur quota à 1 heure, mais puis qu'après ça, il en reste quasiment plus. Juste peut-être mentionner ça. Puis là, je pense que ça pourrait être correct là, pour que les gens sachent là, justement là, que ce soit comment je peux dire ça, égal pour tout le monde. Là, si vous avez des pêcheurs vraiment qui aiment pêcher de la truite, puis que ils peuvent peut-être mieux prévoir leurs vacances au chalet ou des choses comme ça en conséquence de ça. Je pense que ça peut démocratiser un petit peu le processus. Mais comme je vous dis, ça serait peut-être juste là, de mentionner une petite période là, entre l'ensemencement puis le début de la pêche, si possible, là, dans juste une optique de respect. Là. Est-ce que c'est mieux mettons, on arrive, on met tous les poissons en même place, ou on pourrait diviser ça à plusieurs endroits alentour du lac? Oui, ça pourrait être divisé à différents endroits alentour du lac, là, si possible. Là. La truite, quand même, elle peut migrer, là, bien entendu, là, mais des fois, là, c'est quand même un poisson là, qui est grégaire, qui peut se tenir en banc. Là, fait que pour disséminer les bancs. Puis après ça, là aussi, il y a bien entendu, je ne sais pas comment vous réalisez votre ensemencement, là, mais il y a toute la question de l'acclimatation par rapport à l'eau de lac. Puis je pourrais vous envoyer peut-être des ressources là, par rapport à ça là, pour que ce soit optimal pour s'assurer qu'il y ait le moins possible de mortalité là, par rapport à l'ensemencement. Pour pas qu'il y ait un choc thermique trop important. OK. C'est très bien pour moi. Merci. Oui, si je peux juste compléter la réponse à Alexandre. Là, il y a la question d'acclimatation à son environnement, mais l'onde de fontaine, surtout, va être très sensible à la manipulation en tant que telle qu'on fait de son corps. Donc, évidemment, aussitôt qu'on le manipule avec des épuisettes, par exemple, on peut diminuer grandement son taux de survie. Donc, c'est des espèces qui sont extrêmement fragiles là, par leur peau qui est fragile, donc qui n'est pas muni d'écailles trop grossières. Puis, donc, ils ont un système physiologique assez fragile. Donc, moins on les manipule, mieux c'est. Mais on peut quand même les disperser dans le lac, mais sans les manipuler à plusieurs reprises. Là. Oui. Nous, au lac Plaisant, on a diminué la période de pêche. C'est-à-dire, on avait comme objectif de préserver le touladi. Donc, on a mis la période où on peut pêcher, on l'a réduite à partir du 23 juin jusqu'à la fin du travail environ. OK, c'est intéressant ça. Est-ce que c'est là, c'est une restriction qui est d'ordre provincial là, via les restrictions du MFFP ou c'est vraiment plus une espèce de code à travers le lac? Là? C'est un code comme une restriction sur le lac que l'association a implanté. OK, parfait. Donc, l'idée, c'était que le touladi est dans l'eau froide. Hein? Donc, en diminuant un peu la période, ça lui donne une chance parce que l'eau va réchauffer, puis il va être plus difficile à attraper. OK, merci. Ben, c'est intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. Ben, pour ce qui est là, vraiment d'un code de conduite par rapport à la capture d'une espèce sur un lac, là. Puis, est-ce que vous voyez là, qu'il y a quand même un bon respect, justement, là, de ces directives-là? Ouais. Oui, il n'était pas. Au début, on a eu pas des problèmes, on a eu de l'opposition, mais l'été dernier, ça a bien été. Les gens avaient compris, ça a été respecté. Oui, ben, je pense que le fait d'avoir du touladi dans son lac, là, c'est quand même une espèce qui est recherchée. Puis si on est capable justement de sensibiliser, d'éduquer les gens aux trésors qu'ils ont dans leur lac, puis tu sais, de leur faire attention. Un coup que c'est rentré, je pense que les pratiques peuvent être bien inculquées. En tout cas, c'est bien intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Oui, c'est concernant moi, je suis Joseph Mélenchon du lac des Îles. Peut-être un peu expliquer la manière que ça fonctionne pour l'ensemencement.
On a historiquement, il y a eu la moulaque qui a été introduite en ensemencement pendant quelques années parce qu'il y avait une domination dans la perche chaude et la truite avait de la misère à prendre le dessus, la truite mouchetée. Et puis finalement, ça a fait la bonne job. Ça, c'est suite aux recommandations de biologistes là, par une diagnose qu'on avait faite du lac. Puis les dernières années, depuis les 5 dernières années, on a de la truite arc-en-ciel, ce qui est une exception parce que on avait un problème, c'est qu'il y en a qui ont introduit ce qui est complètement illégal, puis ça peut être punitif, là. Ils ont introduit l'achillant, qui n'était pas une espèce qui était d'espèce indigène. Donc, on a mis... j'ai suggéré ça, moi, pour avoir... Parce que ça prenait absolument un poisson qui est piscivore, c'est-à-dire qui s'attaque à d'autres, un peu un prédateur, à même titre qu'un achillant. Et puis, dans les 5 dernières années, on a mis environ 1000 à 1200 par année. Et puis, la présence d'achillant a baissé d'une façon considérable. Fait que lui, il est devenu, en plus d'être un poisson qui est très, très apprécié, les gens, ils adorent ça et on adhère. On a un taux de membres ici de 90% des résidents du lac sont membres de notre association. Et puis, je dirais que près de plus de 50 à 60% on paye une contribution volontaire, parce que nous autres, c'est volontaire pour la pêche, pour l'ensemencement. Donc, on met un certain montant par année là-dedans. Fait que c'est un peu notre histoire de ça. La procédure qu'on a, c'est que on a... oui, puis un point important, c'est que la truite arc-en-ciel est complètement stérile. C'est la seule condition parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est interdite à l'ensemencement au sud de la Tuque, à peu près, là, parallèle au sud de la Tuque, parce ils sont aperçus, je pense que c'est les 3 dernières années là, qu'il y avait eu une interdiction, parce qu'ils allaient s'attaquer aux œufs des saumons là, quand ils descendaient vers le fleuve, parce qu'éventuellement, ça descend. Et puis, on a eu la permission spéciale, mais à condition qu'ils ne se reproduisent pas. Fait que ça, c'est notre petite histoire ici au lac des Îles. Merci, Jocelyn, c'est intéressant. Puis, un petit complément d'information par rapport à ce que tu as dit. Pour l'ensemencement, c'est sûr, là, habituellement, on peut seulement ensemencer dans un lac des espèces qui sont déjà présentes. Oui, exactement. Sauf, là, il y a quelques exceptions, là, justement, là, dans le règlement dont je vous ai parlé. Puis on parle de truite mouchetée, d'arc-en-ciel, de truite brune. Mais là, il y a des restrictions dans le cas de ces dernières espèces-là. Là, tu me mentionnais justement qu'ils devaient être stériles. Moi, j'ai tenté de retrouver justement là l'explication ou l'article de loi par rapport à ça. J'ai pas retrouvé par contre. Là, si tu serais capable de m'envoyer ça, je serais très intéressé à avoir l'information. OK. Ben écoute, moi j'ai communiqué directement avec les biologistes parce qu'ils m'ont appelé. Puis là, j'ai escaladé un peu, j'ai débattu le point parce que là, c'était rendu, c'était envahissant. L'Achigan, étant donné qu'on a un lac qui a des parois rocheuses nombreuses, on n'a presque pas de sable, pas beaucoup de plantes autour. C'est vraiment du roc, donc le meilleur habitat pour l'Achigan, là, parce qu'on a un lac profond aussi, mais des eaux chaudes aussi autour des îles. Fait que j'ai réussi à avoir ça, à négocier ça, là, mais mettons que c'était assez ardu et difficile. Mais c'est un poisson qui est vraiment très apprécié. Puis on remarque une chose, c'est que d'une année à l'autre, on en pointe des plus grosses. Là. On a 18, 19, 20 pouces. Là. Nous autres, on ensemence entre 9 et 14 pouces. Et puis c'est pas rare qu'ils se prennent de la truite là, de 16, 17 pouces. Là. Après 3-4 ans, on voit que elle meurt pas, là, puis elle est en santé, puis on n'a pas vu de mortalité, en fait, là. Même lors de l'ensemencement, on n'a jamais vu de mortalité au niveau du lac. On a une procédure qui est assez... nous, avant, on ensemençait à plusieurs points. Maintenant, on va juste à un endroit peu profond. C'est toujours l'eau, juste quand la glace cale, c'est là qu'on ensemence. Plus que l'eau est froide, mieux que c'est.
Puis on y va d'une façon avec des espèces de grosses poubelles. Là. On acclimate, puis après ça, c'est le cas de dire, on garoche les poissons, on lui fait un choc, puis ils repartent, puis on a vraiment un bon succès là, sur l'ensemencement. C'est la Jacques-Cartier qui nous fournit. Fait qu'on a vraiment, ça va vraiment bien. Puis on interdit, les gens sont avertis. C'est quasiment un événement parce qu'on demande d'assister s'ils veulent venir. Parce qu'on demande aux gens une journée de temps de ne pas circuler à l'endroit où on ensemence. Puis on interdit la pêche pendant 7 jours, suivant ça. Puis on n'a pas, je te dirais que de la truite, là, mettons, de 9-10 pouces, une semaine après, à un demi-kilomètre, on en pogne. Fait qu'elle circule en masse, là, dans notre plan d'eau. Fait que c'était un peu notre petite histoire du lac des Îles pour l'ensemencement. C'est vraiment intéressant, puis c'est ça, ça démontre là, que quelquefois, justement, bon, on peut se revirer de bord dans une optique d'ensemencer notre lac quand on a une espèce comme la truite mouchetée qui est peut-être pas l'espèce optimale à mettre dans notre plan d'eau parce que souvent, on a la présence d'une autre espèce, étant donné qu'elle va souffrir beaucoup de la compétition. En plus, comme tu dis, là, la truite arc-en-ciel, il semble qu'elle survive plusieurs années, donc elle devient de plus en plus grosse. Donc, ça fait une belle qualité de pêche. Avez-vous tenté là, de calculer, mettons, le retour un peu sur l'investissement? C'est-à-dire, est-ce que vous comptez un peu les captures ou ça, c'est... Oui. Ouais? Oui, on a à chaque année, on a à l'Assemblée, on dévoile les chiffres. Puis on demande aux gens, toujours d'une façon volontaire. La première année, ça n'a pas été un succès parce que les gens, on dirait qu'ils ont peur de dire le nombre de poissons capturés. Mais on a une liste des principaux qu'on a. Là. C'est sûr qu'on a la truite mouchetée aussi, l'arc-en-ciel, on a un peu d'achigan. Et puis ça, ces espèces-là sont recensées par les gens d'une façon confidentielle, nous envoient ça. Et puis nous, on fait la compilation. Puis on voit que, en tout cas, qu'est-ce qui est dévoilé, c'est pas loin de 50 de qu'est-ce qu'on met dedans. Fait que c'est pour dire comment est-ce que ça peut être populaire, puis c'est productif, puis il y en a encore tout le temps. Puis on en retrouve des années d'avant. Fait que donc, ça veut dire qu'on a un bon équilibre, je pense, là-dedans. Fait que on fait des statistiques. J'ai fait des graphiques aussi, la tendance, là. Du nombre de poissons ensemencés versus le nombre de poissons capturés, déclarés. OK. C'est intéressant. Plus, ça fait des petites études de même. Oui, non, mais en faisant justement, soumettant, c'est un grand terme, là, mais en demandant aux gens là, justement de livrer leur nombre de captures, je pense qu'il y a une manière aussi d'un peu de responsabiliser les gens sur leur gestion de leur pêche, là, puis ça permet de faire un bon suivi justement des captures dans le lac, là, que d'avoir un aperçu de ce qui se passe. C'est ça, oui. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup. Bienvenue. Merci pour le partage d'expérience. On passerait à l'autre sujet, au dernier sujet. Puis si jamais vous avez d'autres réflexions là, par rapport à l'ensemencement, on pourrait y revenir là, à la fin. Donc, je cède la parole encore, Alexandre. Donc, un dernier sujet à aborder. On nous a parlé on nous a demandé de parler des accès publics au lac. Donc, je pose la question à tous ici. Il y a plusieurs riverains de lac. Est-ce que les lacs devraient avoir au minimum un accès public pour que tous et chacun puissent justement profiter de ces joyaux-là? Je vous présente un petit peu les deux côtés de la médaille pour que vous puissiez par la suite nous donner votre opinion. On a bien entendu une volonté des citoyens, surtout ceux qui n'ont pas de terrain alentour des lacs, d'obtenir justement un accès aux différents plans d'eau. Différents articles de loi là, justement là, qui semblent donner justement un droit justement à ces lacs-là. Après ça, bon, c'est toujours l'accès qui est difficile, justement. Donc, on a la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau.
On a l'article 920 du Code civil, justement, qui nous dit que toute personne peut circuler sur les cours d'eau, les lacs. Par contre, à condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits de propriété riverains, de ne pas prendre pied sur les berges, de respecter les conditions d'utilisation de l'eau. Donc, on voit là, que oui, on a un droit de pouvoir profiter de l'eau. Par contre, faut pouvoir y accéder. Puis quelquefois, là, c'est devenu problématique sur certains lacs où la ceinture complète du lac est rendue privée. Il y a un projet de loi, le projet de loi 67 qui est présentement là, à l'Assemblée nationale. J'ai réduit un peu le titre de loi là, parce qu'il est assez long, là, mais c'est la première partie, c'est la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement des zones inondables, des lacs et des cours d'eau. Puis on parle notamment justement là, dans ce projet de loi-là d'identifier des lacs, des cours d'eau d'intérêt, puis également de donner davantage d'outils aux municipalités pour faciliter l'aménagement d'accès public à l'eau. De ce que j'ai pu voir, là, le projet est encore là, dans le processus là, de législatif justement, là. Mais jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir beaucoup d'opposition, donc j'ai comme l'impression que ça va être un projet de loi qui va aller de l'avant. Donc qui promulgue là, quand même l'accès public au plan d'eau. D'un autre côté, on a la volonté des riverains de protéger leur lac, de protéger leur environnement, qui n'est pas nécessairement une volonté de priver les gens d'accès, mais davantage c'est ça, de protéger leurs joyaux. Également, là, de limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes. Là, on sent vraiment là, que c'est quand même une crainte là, sur notre territoire. Même chose aussi là, en ce qui a trait à la pratique d'activités nautiques, puis des comportements dommageables. Là, donc, par exemple, les gros bateaux qui produisent des grosses vagues, ben, qui vont contribuer à l'érosion des lacs ou à l'eutrophisation. Donc, c'est bien entendu, les riverains veulent tenter d'éviter ça. Puis quelquefois aussi, justement, un retour sur l'investissement là, qui peut sinon être frustrant. Je pense à l'exemple notamment de l'ensemencement. Il y a des associations de lacs bon, qui déboursent des frais, qui paient pour ensemencer leur plan d'eau pour avoir une certaine qualité de pêche. Puis donc les gens qui peuvent accéder gratuitement à leur plan d'eau, ben profitent de ces privilèges-là sans nécessairement avoir défrayé. Ils pourraient probablement avoir des méthodes justement peut-être de demander à ces gens-là de contribuer. Mais bref, c'était le dernier le dernier débat de la soirée. On a gardé quelque chose de croustillant pour la fin, là, je crois. Donc, maintenant, on peut simplement là, vous demander votre avis là, sur le sujet. Donc, je vous cède la parole. Est-ce que quelqu'un veut intervenir de vive voix? Sinon, dans le chat, là, il y a M. Montour là, qui dit non à l'accès généralisé. Certains lacs sont trop fragiles. Puis Guylaine là, qui indique que je suis d'accord avec l'accès à tous les lacs. Donc on voit déjà là, les deux visions sont là. Évidemment, il y a la notion de ce qu'on peut appeler la capacité de support du lac à supporter les différents usages, avoir une densité d'usagers sur le lac qu'il faut tenir compte. Est-ce que c'est préférable d'aller plutôt développer des lacs qui ne sont pas développés présentement? Donc, c'est des questions qui se posent là, au niveau gouvernemental. Donc, tu sais, favoriser l'accès, oui, à des lacs qui sont peut-être pas encore développés. Donc, sinon, il y a Claude Leclerc. Ce serait souhaitable, mais hélas, souvent les gens sont trop irresponsables. Donc, tu sais, de ce que j'entends, puis même à mesure des ateliers qu'on a organisés, puis les réflexions qui ont été soulevées, souvent, ben, même s'il y a un code d'éthique ou un code de conduite, il est souvent difficile à appliquer, que ce soit au niveau des riverains du lac, mais c'est encore plus difficile quand c'est des gens qui proviennent de l'externe. Hein. Évidemment, ils n'ont pas nécessairement accès à ces guides de bonne conduite-là ou à tout l'effort qui est fourni là, pour sensibiliser ces usagers-là. Je vois qu'il y a déjà un problème là, par rapport à la portée là, des efforts fournis pour sensibiliser les gens.
Oui, on dirait aussi que quelquefois, là, il y a peut-être un problème de sentiment d'appartenance aussi là, par rapport aux gens qui vont profiter des plans d'eau, mais seulement pour une journée. Donc, il y a peut-être moins justement un désir d'assumer ses responsabilités puis les répercussions de ses actions à plus long terme. Puis on peut penser justement là, c'était pas nécessairement pour l'accès, là, mais l'espèce de regroupement qu'il y a eu des associations de lacs concernant la location de chalets, ben c'est un peu dans cette optique-là aussi, qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent sur le territoire qui ont peut-être pas nécessairement ce sentiment d'appartenance-là. Par contre, c'est ça, c'est bien entendu, là, c'est un sujet qui est chaud parce que bon, en tant que tel, les lacs devraient être accessibles à tous. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Guy Picard au lac Plaisant. Une particularité de notre lac, c'est que l'association possède le fond du lac. Et donc, quelqu'un qui veut les éveiller est obligé de marcher dans le fond du lac. Mais selon donc, s'il reste en surface, il n'y a pas de problème, il peut se promener. Est-ce que, M. Picard, est-ce que c'est des lois acquis, là, l'espèce de loi des 3 chaînes ou quelque chose comme ça? Ou, Non, je pense pas. On le possède parce qu'on paye une petite taxe pour le fond du lac. Donc, c'est une propriété de l'association qui a acheté ça, je pense, d'un ancien propriétaire qui possédait ça. OK. Intéressant. Je vais faire des recherches à ce sujet-là. Mais d'après les consultations, on a consulté un avocat. Puis, malgré tout ça, je pense que l'accès au lac, on ne peut pas l'empêcher. Non, ben comme vous dites, l'eau qui repose sur le lac, au final, elle est publique. Donc, la personne qui veut venir se baigner ou se promener est dans ses droits. Oui. Parfait, merci. Très intéressant. Je pense que Guylaine qui voulait prendre la parole un peu plus tôt. Est-ce que c'est... Ouais. Non, c'est intéressant d'entendre tous les commentaires. Là. C'est sûr que peut-être avec la COVID cet été, là, en tout cas, sur notre lac, il y avait beaucoup plus de monde, même les riverains. Et c'était beau à voir. C'est sûr que tout se faisait dans le respect, même dans le bout de la plage municipale. Oui, il y avait des personnes qui n'étaient pas riverains, mais ça fait plusieurs années qu'on est là, puis on n'a jamais vraiment eu de problème. Mais c'est sûr que ça prend une conscientisation. C'est pas tout le monde qui a la même conscience sociale. Ça prend un peu d'éducation. Fait que je peux comprendre que des fois, quand on vit des mauvaises expériences, ça peut être tannant. Fait que là, c'est là voir qu'est-ce qu'on peut, quelle structure qui est en place, des fois à travers l'association ou avec la municipalité. Par contre, si je regarde, en tout cas, nous, c'est intéressant de prendre le kayak ou le canot et d'aller juste faire un tour sur l'autre lac, même quand on est riverain sur notre lac. Donc là, c'est facile au lac Kirou, c'est facile au lac des Six. L'an prochain, je souhaite découvrir plus d'autres lacs ailleurs, mais je sais qu'au lac des Îles, j'ai pas réussi à trouver une petite place pour rentrer. Donc, j'en ai conclu qu'il y avait peut-être pas de plage municipale comme à Saint-Boniface, comme au lac des Six ou bien au lac Kirou. Mais c'est sûr que quand ça se fait dans le respect de la nature, le respect des gens, ça met de la vie sur le lac, puis c'est agréable pour tout le monde. Fait que c'est sûr que moi, mon souhait est d'aller dans cette direction-là, que tout le monde puisse découvrir ces bijoux-là. Puis là, je me dis, surtout en temps de COVID, en tout cas, moi, personnellement, j'ai redécouvert la Mauricie, mon lieu d'enfance et tout ça. Donc, j'ai fait de belles découvertes. Fait que c'était un peu, c'est pour ça que mon commentaire dit que je suis en accord là avec de pouvoir partager cette beauté-là et non de s'approprier parce que je suis riveraine d'un lac, le lac pour juste ma petite gang. Là. Donc, c'est ma vision des choses. Merci pour le partage du point de vue qui est très intéressant. Surtout parler du contexte de la COVID, là, on s'aperçoit de plus en plus là, que ça l'affecte
notre morale, là, puis le côté psychologique, puis de se réapproprier la nature, c'est un moyen là, de compenser peut-être la distanciation physique, mais parfois sociale, donc tous les problèmes qui découlent de ça. Je pense que justement de profiter de la nature permet là, d'améliorer notre bilan de santé, si on veut, psychologique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir de vive voix ou par le chat? Je crois que non. On a fait le tour. Donc, on poursuit avec le reste là, de l'atelier. Donc, je te recède la parole, Alexandre. Puis, comme je l'ai mentionné plus tôt, si jamais vous avez d'autres questions à la toute fin, on pourra y revenir sans problème. Parfait, Pierre-Marc, merci. Donc, on va vous parler un petit peu de ce qui est à venir suite à cette phase de consultation. Encore une fois, on vous remercie là, de votre participation active. On a fait ça justement pour prendre votre avis qui va nous permettre de l'inclure dans l'élaboration d'un futur plan d'action. Donc, dans un avenir approché, vous allez avoir droit à des comptes rendus écrits des ateliers. Donc, on va avoir 5 comptes rendus qui vont comprendre là, des résumés écrits de la présentation informative. Également, là, des réponses un peu plus complètes, un peu plus étoffées aux questions là, puis aux interventions qui nous ont été soumises. Là, quelquefois, là, on répond de manière sommaire, puis lorsque c'est des questions qui demandent un peu plus de recherche, ben on fait les recherches souvent là, puis on inclut toutes ces belles réponses là dans nos comptes rendus. Vous allez pouvoir voir les résultats des différents sondages et on va également une section qui inclut là, des liens vers différentes références qui attraient là, au sujet de l'atelier, donc qui vous permettent de poursuivre vos recherches puis de votre éducation là, sur le sujet. Par la suite, on va faire une synthèse de tous ces ateliers-là pour justement essayer de faire émerger là, des pistes de solutions, des orientations face à l'information que vous nous avez présentée. Donc, on va vous fournir justement une synthèse écrite, mais également une synthèse visuelle là, qui ressemble un petit peu à l'image sur la droite en bas. Donc, qui va vous présenter là, ce qui ressort de ces différents ateliers-là. Puis, bien entendu, tout ça, c'est dans un contexte là, du processus itératif là, du PDE. Donc, suite aux consultations, on va passer à la mise à jour des objectifs de conservation du milieu humide hydrique et à l'élaboration du plan d'action 2021-2026. Dont la version préliminaire là, va être mise en place en 2021. Donc, on va profiter là, de tout ce qui a été acquis lors de ces 5 ateliers-là pour inclure là, certaines pistes de solutions, certaines actions qui vont être applicables au milieu lacustre à certaines problématiques là, justement qu'on a observées lors des dernières années. Donc, ça conclut pas mal ces ateliers. Je sais pas, Pierre-Marc, si tu veux ajouter un petit mot de la fin en termes d'animateur. Non, mais encore, je tiens à remercier tout le monde d'avoir participé à tous les ateliers. On a vu que c'était toujours le même noyau de participants du début à la fin, donc merci d'être resté là pour les 5 semaines. Quand même passer une bonne partie de la soirée là, à discuter évidemment de sujets qui vous intéressent, là, mais c'est quand même surtout en temps de pandémie et tout ça, de distanciation sociale. On aurait aimé faire le tout là, en présentiel. C'est toujours un peu plus dynamique, mais quand même, je crois qu'on a une bonne formule là, pour les prochains mois, puis peut-être les prochaines années. Puis, donc, évidemment, encore merci. Comme je l'ai dit, là, les différents enregistrements vidéo vont vous être soumis également en même temps que les comptes rendus.
Donc, vous allez pouvoir revoir les enregistrements, puis peut-être les partager aux gens qui n'auraient pas pu participer aux ateliers. Donc, puis on va vous revenir évidemment, bon, à court terme avec les comptes rendus, puis peut-être à la fin de l'hiver pour vous présenter une version préliminaire là, du plan d'action pour le plan directeur de l'eau. Évidemment, on va vous présenter plus les actions qui toucheraient le milieu lacustre. Donc, on va vous revenir avec ça là, au courant de l'hiver. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut prendre des questions là, qui étaient peut-être pas spécifiques là, au sujet qui ont été abordés ce soir, ou si vous avez eu d'autres réflexions en cours de route, on peut vous entendre là-dessus. Sans problème, juste faire signe de la main. Sinon, vous pouvez passer également par le chat sans problème. Puis, à la différence des autres ateliers, ce soir, il n'y a pas de sondage. Donc, on a tenu compte de tous vos commentaires, vos expériences. Puis, c'était très satisfaisant de vous entendre sur les différents points. Donc, évidemment, à partir de tout ça, ben, on va pouvoir tirer des conclusions sur ce qui vous préoccupe, puis aussi sur les avenues possibles pour répondre à différentes problématiques vécues là, par les riverains et les associations. Si jamais vous n'avez pas de questions ou de réflexions supplémentaires à apporter, bien évidemment, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis en espérant se voir bientôt. En personne autant que possible. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonjour à tous.